La dépouille présumée de Thomas Sankara, tué en 1987, est criblée de balles. C'est ce qu'ont indiqué les rapports d'autopsie et de balistique présentés hier par le juge d'instruction. En Guinée, la communauté internationale appelle les candidats à la présidentielle à régler leurs différends par voie légale plutôt que dans la rue suite à la demande de l'annulation du scrutin. Et puis en Afrique du Sud, les mineurs de l'industrie du charbon ont mis fin à une grève de 10 jours après avoir obtenu un accord sur les salaires. Ils ont pu obtenir une augmentation de leur rémunération. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le mercredi 14 octobre de l'an 2015. Bienvenue à tous. La dépouille présumée de Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso tué en 1987, est criblée de balles. C'est ce qu'ont indiqué les rapports d'autopsie et de balistique présentés par le juge d'instruction hier mardi à Ouagadougou. Selon des avocats proches du dossier, plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, auteurs du putsch manqué du 17 septembre dernier, ont été déjà inculpés pour leur implication présumée dans l'assassinat de celui qu'on surnomme le père de la révolution burkinabé. Des précisions avec Claude Romba, notre correspondant à Ouagadougou. On en sait un peu plus sur le dossier Thomas Sankara, 4 mois après l'exhumation des restes supposés du père de la révolution burkinabé d'août 1984. Les résultats des analyses présentées ce mardi 13 octobre aux avocats de la famille permettent à ces derniers de dire qu'il s'agit de la dépouille de Thomas Sankara. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à pouvoir dire que c'est cela, mais il faut attendre encore les résultats des tests ADN pour certifier. Mais ce qui concerne les éléments des autres rapports, en tout cas, il a été conclu que les assassinats perpétrés le 15 octobre 1987 sont d'origine criminelle. Le médecin légiste qui a conclu à une mort naturelle du président Thomas Sankara a été inculpé pour faux et usage de faux en écriture. Le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués lors du coup d'État qui a porté son ami Blaise Compaoré au pouvoir. Le président du Conseil national de la Révolution a été criblé de plusieurs balles. Dans l'après-midi du 15 octobre 1987, au moins 10 impacts de balles ont été retrouvés sur son corps. Au niveau donc de la poitrine, au niveau également des jambes, même des bras, ce qui veut dire c'est pratiquement tout le corps qui a été criblé de balles. Ça, je peux le dire. Combien de balles? Tout à fait. Il y a plus d'une dizaine d'impacts. L'analyse balistique permet d'affirmer, selon Maître Sankara, qu'il s'agit d'armes relevant de l'armée. Les types d'armes qu'on a pu identifier, c'est par exemple les G3, les Kalachnikov, il y a même des pistolets automatiques et peut-être même des grenades qui ont été utilisées. En tout cas, il y a des armes de type relevant de l'armée. La chute du président Blaise Compaoré, chassé par la rue en octobre 2014, a donné un coup d'accélérateur au dossier Thomas Sankara, qui pendait depuis 18 ans devant la justice burkinabé. L'arrestation le 1er octobre du général Gilbert Diendéré, auteur du coup d'État manqué du 17 septembre dernier, dont le nom est cité parmi le commando qui a assassiné Thomas Sankara, est un motif d'espoir dans la manifestation de la vérité de la justice pour les proches du père de la révolution burkinabé d'août 1984. Au Mali, les élections municipales ont été reportées pour la 3e fois consécutive. Sur demande de la société civile et de certains partis politiques, le gouvernement malien a reporté le scrutin initialement prévu pour le 25 octobre prochain. Cependant, tous les partis ne sont pas pour ce report et la population affiche son inquiétude. Alima Bentouré. Initialement prévu pour le 25 octobre prochain, les élections municipales au Mali à la demande de la société civile et de certains partis politiques ont été reportées à une date ultérieure, chose qui dégage des positions différentes au sein de la classe politique malienne. Pour la Convention de réflexion et des actions pour le Mali Coriam, parti du centre, il était préférable de tenir ces élections pour aboutir à un changement. Bon, concernant le report des élections, nous avons, vous savez, le principe chez nous, c'est la présidence tournante au niveau du centre malien. Contrairement à la mouvance présidentielle et à l'opposition, nous étions pour le maintien des élections à la date du 25 octobre. Malheureusement,
La loi de la démocratie, c'est aussi l'acceptation de la loi de la majorité. L'Alliance démocratique pour la paix, l'ADP Maliba, parti de la majorité présidentielle, estime que ce report était inévitable vu la situation sécuritaire du pays. La situation politique du Mali d'aujourd'hui ne nous permet pas d'atteindre les objectifs et que nous devons atteindre à travers une élection libre, crédible et transparente. Chose que Fa Angaouli, parti d'opposition, soutient. Mieux vaut aller à ce rythme-là et sortir avec les élections bien organisées. Nous pensons que c'est plus salutaire, n'est-ce pas, d'aller à la précipitation. La population, elle, s'inquiète. C'est vraiment inquiétant aujourd'hui. Moi, je pense qu'il vaut mieux chercher une bonne solution pour pouvoir mettre en place les dispositions nécessaires afin de faire les élections à temps. Pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée pour ces élections qui attendent depuis 7 ans. Restons au Mali pour dire qu'au moins 6 personnes ont été tuées hier dans une embuscade attribuée à des islamistes dans la région de Tombouctou, au nord du pays. Selon certaines sources, ces islamistes ont d'abord posé une mine sur laquelle un véhicule civil a sauté. Il faut dire que malgré la signature en mai et juin dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et la rébellion Touareg, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. En Guinée, la tension est montée au lendemain de la demande d'annulation du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Une demande faite par les 7 adversaires du chef de l'État sortant, Alpha Condé. Voici les détails. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme avec une importante participation. Bien qu'aucune statistique de participation nationale ne soit disponible, les Guinéens ont voté massivement dimanche malgré des difficultés en tout genre. Assimilant ces multiples problèmes d'organisation à une fraude massive, les 7 adversaires du président sortant Alpha Condé ont dénoncé lundi une fraude massive et réclamé l'annulation du premier tour, alors que les premiers résultats n'étaient pas attendus avant plusieurs jours. Les dépouillements ayant commencé depuis dimanche soir, la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose légalement de 72 heures à partir de la réception du dernier procès verbal des quelques 14 000 bureaux de vote pour annoncer les résultats provisoires. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, directeur de la communication de la campagne d'Alpha Condé, a jugé assez bizarre et étonnante cette demande. Il faut dire que la tension qui prévaut actuellement dans le pays est due à la campagne d'Alpha Condé, le donnant réélu au premier tour. Un objectif jugé par ses adversaires totalement irréalisable, sans une fraude caractérisée, 5 ans après une victoire à l'arraché au second tour d'Alpha Condé sur le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué lundi la conduite paisible du premier tour, exhortant les forces politiques à s'abstenir de toute déclaration qui pourrait mener à des violences. Il faut dire que l'Union européenne a exhorté les candidats à la présidentielle guinéenne à régler leurs différends par voie légale plutôt que dans la rue. Le chef de la mission de l'Union européenne a par ailleurs fustigé en des mots très durs l'impréparation, voire la désorganisation totale de la CENI, lui imputant les multiples problèmes matériels et d'organisation constatés le jour du vote. On l'écoute. C'est des Guinéens massivement mobilisés pour aller voter, qui se sont acquittés de leur devoir civique, comme on dit ici, avec un calme remarquable et une dignité extraordinaire en des circonstances matérielles difficiles. J'inclus dans cette appréciation l'ensemble des collaborateurs des bureaux de vote, qui pendant une journée difficile et une nuit presque encore plus difficile, se sont acquittés sans faille de ce qu'ils ont ressenti leur projection, comme celle d'autres, y inclut qu'on en prend connaissance de la Guinée. Nous avons sérieusement insisté, par exemple, n'entachez pas la validité du scrutin. Je le maintiens, faire en sorte que l'article 84 du Code électoral soit pleinement respecté, impliquant que l'ensemble des candidats ou leurs représentants, surtout parce que les candidats eux-mêmes n'étaient pas présents dans les bureaux de vote, reçoivent une copie du procès verbal. Cette recommandation n'a pas été suivie. Consciemment, elle n'a pas été suivie. L'avait-elle été,
beaucoup de choses aujourd'hui seraient probablement plus faciles. Si contestation il devait y avoir, nous souhaiterions que le calme que nous avons connu pendant toute la journée du scrutin soit prolongé par la saisine de la Cour constitutionnelle compétente en matière électorale et que l'on ne transporte pas des griefs que l'on croit avoir, des contestations dont on peut considérer qu'elles sont légitimes, de ne pas les porter dans la rue, mais devant les juges. Ils sont là pour en connaître, ils en connaîtront. En Afrique du Sud, les mineurs sud-africains de l'industrie du charbon ont mis fin hier à une grève de 10 jours après avoir obtenu un accord sur les salaires. Le syndicat a accepté l'offre revue à la hausse des groupes miniers après plusieurs consultations avec les travailleurs. Les groupes miniers ont accepté une augmentation de salaire variant d'une entreprise à l'autre entre 49 et 66 euros par mois pendant une période de 2 ans. Les quelques 30 000 grévistes qui suivaient le mouvement doivent reprendre le travail ce mercredi. Cette grève, il faut le préciser, menaçait l'approvisionnement des centrales à charbon alors que l'Afrique du Sud souffre régulièrement de coupures d'électricité. Au Cameroun, les attaques perpétrées dans le Grand Nord ces derniers jours sèment la panique dans le rang des populations. Face à la menace, certains acteurs politiques donnent de la voix. Ils sont ici au micro de Narcisse Oum. Les attentats kamikazes vont crescendo et c'est une très mauvaise chose. Et il faudrait peut-être réfléchir à d'autres moyens. Je ne suis pas dans les secrets de la défense camerounaise, donc je ne sais pas tout ce qui est déployé en ce moment. Mais tout ce que je peux dire en tant qu'homme politique, c'est qu'il faut que les massacres cessent. Il faut qu'on arrête de tuer des innocents camerounais pour une guerre sans cause. C'est quelque chose qui nous concerne tous et on doit s'asseoir autour de la table tous pour essayer de trouver une solution. Je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion que Yaoundé tout seul, le régime RDPC tout seul, est incapable de trouver une solution. Je pense que ce n'est pas l'armée qui a failli. Il faut tout simplement que on essaie de réajuster, n'est-ce pas, notre dispositif à la fois sécurité, surtout de renseignement, pour contrer cette nouvelle stratégie de Boko Haram qui est, de toute façon, en perdition aujourd'hui. Elle est en perdition, c'est pour cela que elle s'est jetée dans ces actions qui font, sur le point de vue de l'émotion, mais surtout des pertes humaines assez graves au niveau de la psychologie de nos populations. Mais de toute façon, il faut qu'on renforce notre armée et qu'on essaie de s'appuyer davantage sur les populations de ces régions. Je pense qu'en attendant que les causes profondes, parce que la lutte contre Boko Haram ne sera pas seulement militaire, il faut aussi qu'elle essaie d'aborder les autres questions qu'on élude pour l'instant, qui sont des questions d'ordre social. Il faudra tôt ou tard essayer d'aborder pour éradiquer définitivement la menace Boko Haram. Parlons football avant de mettre un terme à cette édition. Cristiano Ronaldo a reçu hier en Espagne son 4e soulier d'or de meilleur buteur des championnats européens au titre de la saison 2014-2015. Un bilan record que le Portugais aimerait encore améliorer. Voici en image les temps forts de la cérémonie de remise de cette distinction. Il y a de quoi exulter de joie. Avec 48 buts sur la saison écoulée, Ronaldo est sacré pour la 4e fois de sa carrière, 2008, 2011, 2014 et 2015, dans le cadre de ce trophée décerné par plusieurs médias européens. Cela lui permet de s'installer seul en tête du palmarès devant son rival, Lionel Messi, 2e en 2014-2015 avec 43 buts et 3 fois sacré 2010, 2012 et 2013. Lauréat du Ballon d'Or ces 2 dernières années, CR7 semble en outre partir avec une longueur de retard en 2015 sur Messi, qui a guidé l'UFC Barcelone vers un somptueux triplé, Liga, Coupe et Ligue des Champions au printemps. Le Real Madrid est une équipe qui doit remporter des titres chaque année. Cette saison, c'est pareil. Nous voulons gagner le championnat, la Ligue des Champions, si c'est possible, la Coupe du Roi, a-t-il prévenu. Mais Cristiano aussi doit gagner des trophées. Je ne suis pas satisfait. Je veux toujours plus. Je sais que je suis le seul à avoir obtenu 4 souliers d'or, mais j'en veux plus. Je veux le 5e, le 6e si possible. Évidemment, cela implique des victoires au niveau collectif, avec le Real Madrid qui, pour moi, est le plus grand club du monde et doit remporter des titres chaque année.
Ce 4e soulier d'or vient ponctuer une période faste pour Ronaldo, entré dans la légende du Real Madrid il y a 2 semaines en égalant Raúl González comme meilleur buteur de l'histoire du club merengue avec 323 buts. Au passage, l'attaquant portugais a aussi franchi le cap de 500 buts inscrits durant sa carrière. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur SICA.